Il n'y a pas vraiment d'approche et il n'y a pas vraiment de but. Le but est toujours une projection de la mémoire. Et la mémoire, le passé, c'est ce qui a amené généralement à la problématique du présent. Donc, on ne va pas puiser dans le passé pour trouver une solution dans le présent. Et puis, il n'y a pas vraiment d'approche. Les approches font partie d'un monde spirituel, d'un monde de démarche religieuse. Et pour nous, c'est pas notre orientation. Notre orientation, c'est plutôt une exploration, je dirais, légère, simple de nos mécanismes. Et généralement, quand on devient intime avec ses propres limites, ces limites, à un moment donné, cessent d'être limitantes et on trouve une fonctionnalité dans la vie. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas vraiment une approche spirituelle et il n'y a pas de but. Donc, on ne s'inscrit pas dans ce genre d'orientation. Bonsoir Ok. Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir. Je suis entre autres mère de famille, de grands enfants, quatre, entre 45 et 50 ans et sept petits-enfants. J'ai vraiment de plus en plus besoin d'espace par rapport aux desiderata des uns et des autres, d'espace, de silence, de grande nature, de yoga, de méditation. Besoin de me retirer dans la forêt, comme le disent certaines traditions. Je le sens comme un élan essentiel. Est-ce égoïste dans la position familiale et sociale que je vis d'avoir cette impulsion forte de vivre ça? Vous savez, le mot égoïste ou non égoïste, c'est un peu des représentations. Et vous avez fait tous ces enfants, vous avez passé une grande partie de votre vie à vous en occuper. Je dirais, vous avez bien le droit de penser un peu à vous-même. Donc, ne le voyez pas comme une chose d'égoïste, mais comme quelque chose de fonctionnel. Si on suit la tradition indienne, mais il y a effectivement une partie de la vie où on apprend, une partie de la vie où euh, on se consacre à la famille, à ces éléments-là, et une partie de la vie où on va étudier, se retirer un peu dans la forêt. Donc, votre attitude me paraît tout à fait fonctionnelle. Ensuite, il faut bien sûr que l'environnement puisse euh, accepter dire votre résonance. Bien sûr, à un certain niveau, il n'y a peut-être plus besoin de se retirer de quoi que ce soit, mais si vous le sentez, ça me paraît tout à fait justifié, tout à fait fonctionnel. Il faut, en tous les cas, agir en fonction de sa propre capacité et non pas en fonction des capacités hypothétiques. Donc, moi, je pense que si vous suivez ce que vous sentez vraiment, ça devrait se passer de manière relativement harmonieuse, qui n'empêche pas de, des fois, euh, s'occuper de l'environnement. Oui, je m'occupe effectivement de l'environnement, mais ça devient avec beaucoup plus de mesure. Excusez-moi une seconde, je suis juste obligé d'attraper un téléphone, sinon il va nous embêter pendant toute la séance. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Oui, donc de toute manière, vous devez suivre vraiment ce qui est organique pour vous. Et alors, bien sûr, il y a toujours des gens autour de vous qui vont trouver que c'est égoïste ou non, mais franchement, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut faire ce qu'on sent dans la vie. Vous êtes occupé d'une grande famille déjà, c'est déjà tout à fait honorable. Et, je vois aucun élément égoïste de vous donner à des moments de tranquillité. Bien sûr, progressivement, vous verrez que la tranquillité ne dépend pas de la forêt, ne dépend pas du yoga, elle ne dépend pas d'une circonstance, mais c'est vrai que des fois, ces circonstances participent. Et si elles apparaissent comme étant euh, impératives pour vous, moi, ça me paraît tout à fait justifié de les suivre. Si votre environnement le permet, s'il n'y a pas de responsabilité trop complexe, ça c'est à vous de le voir.
En fait, l'environnement collabore à ce processus que je vis parce que je sors de 2 ans de graves maladies et je sens que j'ai la capacité de rester en lien avec mon environnement et avec ma grande famille. Mais il y a une inspiration de plus en plus forte. Là où je vis, j'ai pas besoin d'aller dans la forêt, tant mieux si je peux aller dans la forêt. Mais là où je vis, j'ai besoin de ce temps de tranquillité. J'ai de plus en plus ça. Voilà. Alors, ça me paraît tout à fait légitime et je suivrai totalement cette impulsion. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai une question. Je m'appelle Christina. J'ai une question pour vous, Eric. Parce que vous parlez beaucoup de l'amour. Et justement, j'essaie de comprendre l'essence de l'amour. Et quand on dit à quelqu'un je t'aime, ça peut être un fardeau. Et comment faire en sorte qu'on donne de l'amour sans que ça accable l'autre? D'abord, il y a rarement à formuler les choses. Et ensuite, l'amour, c'est ce qui est le plus naturel. Quand vous regardez une situation sans rentrer dans une relation personnelle, il y a une relation psychologique, ce qui ça m'apporte ou non. La nature organique de la vie, c'est l'amour. Donc, il n'y a rien à exprimer spécialement là-dedans. Donc, vous êtes là pour servir votre environnement. Donc, vous vous occupez de vos parents, de vos enfants, de votre chien, de vos amants, de vos maris, de vos plantes, de votre corps, de votre maison, de vos voisins. Tout ça se fait naturellement s'il n'y a pas une spécificité à l'amour. Par contre, l'amour va s'actualiser en fonction de la manière dont vous aimez vos parents, vos enfants, vos amants, votre mari. Votre chien s'exprime différemment, c'est le même amour, et bien sûr, l'expression est en fonction de la situation très spécifique du moment. Mais donc, il n'y a pas de. Ce qui empêche l'amour, c'est l'imaginaire. Quand vous dites je t'aime à quelqu'un, c'est un imaginaire parce que si je t'aime avec quelqu'un, puis vous allez apprendre que la personne a couché avec votre sœur, et vous allez dire je t'aime plus. Ça, c'est pas de l'amour, c'est du marchandage. L'amour, c'est de donner. C'est pour ça que très souvent, pour une femme, c'est avec un enfant qu'elle va découvrir un vrai amour parce qu'à l'enfant, elle donne tout et elle demande rien. Alors qu'à son mari, à son enfant, à son amant, ben, elle donne beaucoup, mais elle demande aussi. Et quand on demande, on quitte le moment de l'amour. L'amour, c'est vraiment de donner sans demander. Faites ce que vous pouvez pour votre environnement et demandez rien en retour parce qu'il n'y a rien à demander. La demande crée le malheur et vous avez profondément besoin de rien. Ensuite, quand vous avez une relation spécifique avec quelqu'un, vous allez voir que si vous vivez cette relation sans demande, elle va être harmonieuse pour vous. Par contre, si l'autre a des demandes, ben, ce sera difficile pour lui. C'est celui qui a des demandes qui vit la difficulté. Mais si vous n'en avez pas, si vous acceptez l'autre exactement comme il est et non pas comment il devrait être, si vous acceptez ses caractéristiques et non pas comment il devrait être, si vous acceptez son fonctionnement et non pas comment il devrait être selon votre propre imaginaire, vous verrez les relations sont toujours faciles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont éternelles. Il y a des moments où on rencontre les gens, on s'approche des gens, il y a des moments où les gens s'écartent de vous, ça s'appelle la vie. Il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent, ça s'appelle la vie. Et à un moment donné, il y a une sorte de légèreté là-dessus. Mais l'image d'une relation, j'aime cette personne, c'est vraiment une forme de projection. Comme les gens qui sont malheureux en amour, il y a des gens qui souffrent par amour. Non, non, on souffre par ego, on souffre jamais par amour. Quand on aime, on donne tout. Quand on donne tout, on ne peut jamais souffrir. Et quand on veut recevoir qu'on souffre, celui qui veut que son partenaire soit fidèle, celui qui veut être compris, celui qui veut être accepté, celui qui veut être respecté, alors bien sûr, il va toujours souffrir. Et si vous comprenez que c'est à vous de tout donner, c'est à vous de respecter votre partenaire qui vous respecte ou non, c'est à vous de l'aimer qui vous aime ou non, c'est à vous de le comprendre qui vous comprenne ou non, c'est à vous de l'écouter même si vous l'écoute ou non. Vous allez vivre l'écoute, la compréhension, l'amour et le respect. Puis s'il y a la moindre demande, la moindre attente de l'autre, alors vous allez toujours vous sentir incompris, vous allez toujours vous sentir non respecté, non aimé, euh, parce que ce qu'on demande à l'autre est toujours finalement
la liberté profonde. Mais personne ne peut vous donner la liberté. La liberté, elle est en vous. Si vous la demandez à un homme, à une femme, à un chien, à une situation, vous serez toujours déçu. Et si vous ne demandez rien à votre mari, rien à votre amant ou à votre amante, rien à votre chien, rien à vos enfants, rien à vos parents, rien au gouvernement, rien à l'opposition, rien à votre corps, vous allez voir, la vie est facile. À ce moment, la vie redevient de vous donner, vous faites ce que vous pouvez pour votre environnement, vous êtes là pour servir votre environnement, et la vie est harmonieuse à ce niveau-là. Et tant que je veux être servi par mon environnement, la vie devient un conflit, devient automatiquement une lourdeur, quelque chose à solutionner, quelque chose à... C'est sans limite. Donc, donnez tout, demandez rien. Et vous aurez des relations parfaitement aimantes avec l'environnement. Et pareil avec vous-même. Vous donnez tout et vous ne demandez rien. C'est-à-dire, attendez rien de vous-même. Il ne faut rien attendre de ses parents, de ses enfants, de ses amants, de ses maris, de ses femmes, et rien attendre de soi-même. Parce que aujourd'hui, vous dites ça, demain, vous allez faire le contraire. On est tous comme ça. Donc, si vous n'attendez rien de personne ni de vous-même, vous allez voir, la vie est facile. La moindre attente des autres, et encore pire, la moindre attente de soi-même, alors c'est toujours déçu, par les autres ou par vous-même. Ouais, on attend beaucoup parce qu'on est conditionné à attendre et c'est ce que la société fait que bah, on nous élève comme ça, on attend beaucoup et vous avez Bien raison. sûr, mais Il faut pas attendre, il faut la société fait ce qu'elle a à faire. recevoir. Mais recevoir, c'est difficile aussi. Et c'est ce que les autres ont du mal aussi, c'est qu'ils ont du mal à recevoir. Ne vous occupez pas des autres, vous ne pouvez rien pour les autres. Soyez harmonieuse vous-même et tout va bien se passer. Si vous cherchez que les autres soient harmonieux, il faut devenir un chef de guerre, un révolutionnaire, il faut devenir un dictateur, et ça marche rarement bien. Ne demandez rien aux autres, demandez rien à la société, elle suit son chemin. Euh, Libérez-vous vous-même de ce qui est difficile pour vous. Si l'autre, c'est une difficulté pour l'autre de vous recevoir, c'est son problème, vous n'êtes pas le thérapeute de l'environnement. Soyez libre de vous-même de plus en plus, attendez rien de l'environnement. Soyez au service de l'environnement au maximum, vous verrez la vie devient facile et paisible. Mais la Merci. moindre attente, la vie est vraiment complexe. Message compris. Merci, Eric. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour Eric, Bonjour. je, en fait, j'ai un travail assez physique, mais qui me permet beaucoup d'être en état méditatif parce que j'ai en fait, je travaille dans les plantes et du coup, j'ai mon secteur, je suis tranquille, etc. Donc ça me rend très méditative, mais comme c'est un travail physique, du coup, j'ai une tension dans la nuque, je vois des mains qui travaillent. Et du coup, je suis obsédée par cette tension, comme si cette tension m'empêchait de laisser aboutir cet état méditatif. Est-ce que vous auriez un conseil à donner par rapport à notre relation à la tension Vous physique? savez, l'état méditatif est un état passager. La nature du mental, c'est l'activité. Il ne faut pas être attaché à des moments de tranquillité. Quand ces moments se présentent, ils sont bien bienvenus. Mais ne cherchez pas à trouver une forme de sécurité affective dans la méditation parce que c'est encore une forme d'imaginaire. Par contre, évolue une tension, non, j'ai aucune élément pour vous dire, je ne suis pas thérapeute. Euh, oui, c'est vrai que les mains, la tension dans les mains, dans les épaules, joue sur la région cervicale. Je dirais essayer d'explorer vous-même avec des thérapies, ce qui peut amener une forme de détente. Et quand vous rentrez le soir, il faut vraiment faire un travail technique sur les mains pour dénouer la tension des mains, que ce soit un travail de sensibilité, de sentir la vibration, la chaleur des mains. Ne serait-ce que ça peut déjà jouer. Ensuite, il faut également avoir une alimentation qui va permettre qu'il n'y ait pas trop d'éléments arthritiques ou d'arthrose, ce qui veut dire par exemple, cuire les légumes à 3 eaux, pour lever une partie des sels minéraux qui créent une forme de densité au niveau articulaire. Et ensuite, il y a toutes les techniques que je ne connais pas du tout, mais qui existent, l'approche corporelle qui
pour amener une forme de détente de l'ensemble du corps. Et la région cervicale fait partie du corps, donc quand vous détendez les hanches ou les épaules, ben, ça joue sur la région cervicale. Mais ça, c'est pas le domaine de notre entretien, c'est le domaine thérapeutique. Et là, il faut faut adresser à des gens fonctionnels qui arrivent à vous aider à retrouver une sensibilité. Mais ça me paraît tout à fait faisable. Mais le corps, c'est une totalité. Donc, quand vous travaillez essentiellement avec une partie du corps, ben, bien sûr, il y a des zones de compensation qui se présentent. Donc, essayer de trouver une approche, que ce soit Feldenkrais, Alexander, Ehrenfried, les gymnastiques douces, le yoga moderne, ou ces techniques chinoises. Il y a des tas de techniques qui amènent une forme de certaine sensibilité corporelle qui peuvent euh, vous aider. Mais ça, c'est pas possible de vous aider dans une question-réponse. Et c'est sûrement trouvable. En tout cas, déjà, sentez beaucoup le main le soir quand vous vous couchez, et vraiment sentez la chaleur des mains. C'est très important, vous êtes dans votre lit, sentez les paumes des mains, les doigts, chaque phalange, sentez la chaleur des mains, des paumes de main qui va rentrer dans le lit, sentez le dos de la main qui va s'effondrer dans le creux de la main, et endormez-vous avec des très grandes mains, très tactiles, un peu comme vous avez des pattes de canard, vibrantes, et ça, je disais, ça participe déjà à une forme de vidage, déjà de la région cervicale. Le reste, il faut demander à un thérapeute. D'accord, merci. Après, bon, je me dis, bon, c'est tendu, donc le corps peut-être souffre. Enfin, je ne me sens pas souffrir, mais puis j'entends dire que les sages, machin, disent que la souffrance, c'est une illusion. Enfin bref, je me cogite autour Vous des occupez, trucs. vous occupez pas des sages, occupez-vous de vos mains. Évitez l'humidité au maximum. Si vous travaillez beaucoup avec les mains, mettez des gants quand vous faites la vaisselle. Quand vous avez de l'eau sur les mains, tout de suite séchez les mains. C'est très important que les mains soient sèches et non pas humides quand il y a certaines problématiques. Et ensuite, trouvez des techniques corporelles légères qui vous aident à redynamiser l'ensemble du corps. Et les mains font partie. Quand l'ensemble du corps retrouve une forme de sensibilité, de souplesse, ben, les mains vont participer. Et ensuite, il y a des thérapeutes spécialisés dans les mains, bien sûr. Mais déjà, la chaleur est très importante. Plusieurs fois dans la journée, donnez-vous à cette sensation de chaleur des mains qui va petit à petit irradier tout autour des mains, qui va monter jusqu'à l'épaule. Ça va déjà faire quelque chose. Mais ensuite, c'est le domaine thérapeutique, ce qui n'est pas de ma compétence. D'accord, merci. Merci à vous. Bonjour. J'avais une question. Je suis une personne un peu plutôt anxieuse et angoissée par les choses qui se déroulent autour de moi. Et il m'arrive de faire comme des crises d'angoisse ou des crises de panique. Et dans ces moments-là, j'essaye un peu, comme vous dites, d'être présente à ces sensations et ces émotions qui sont en moi. Mais en fait, j'ai du mal à les accepter, en fait. Et je sens comme une sorte oui, de conflit intérieur avec toutes ces émotions qui sont très désagréables. Et oui, je voulais savoir si vous avez des conseils par rapport à ça. Honnêtement, le conseil, c'est de trouver une thérapeutique fonctionnelle. C'est vrai que ça peut être tout à fait déstabilisant quand les émotions montent à la surface, quand ce sont de problématiques. On a tous plus ou moins à des époques de la vie ces choses-là, donc c'est pas du tout anormal. Mais par contre, ça ne peut pas se résoudre, je dirais, par un conseil. Il faut que vous trouviez un thérapeute, et honnêtement, un bon thérapeute, c'est aussi rare qu'un bon masseur ou qu'un bon n'importe quoi de nos jours, mais vous avez l'air intelligent, donc vous allez arriver à trouver, poser des questions autour de vous, trouver un bon thérapeute. Et un bon thérapeute, je dirais, très rapidement, on va arriver
je pense, à réduire la densification de ce problème. Bien sûr, il faut du temps pour que les émotions puissent se calmer, mais je dirais assez rapidement, le signe que le thérapeute est bon, c'est quand vous sortez du thérapeute, vous vous sentez bien. Euh, si après un temps, un thérapeute ne se sentait pas bien, c'est pas un bon thérapeute pour vous. Et ensuite, ça va aller assez vite. Euh, mais c'est vraiment un travail thérapeutique. Il n'y a pas de conseil en général qu'on peut donner. Le psychisme, c'est comme le corps. On ne peut pas donner un conseil en général quand il y a une maladie. Et quand il y a un élément psychologique, c'est un peu la même chose. Ce qu'on peut dire, c'est que vous devez au moins déjà intellectuellement comprendre qu'une émotion, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose euh, qui s'est surimposé à une situation. Une situation, une époque dans la vie, et vous n'êtes pas arrivé à la gérer facilement, harmonieusement. Et donc, ça a créé un certain nombre de relances, un certain nombre de mémoires. Et quand des situations analogues, symboliquement, à cette chose-là, se représentent, c'est-à-dire un stress ou une agression, ou parce qu'on vit comme ça, mais en fait, cette émotion se ressurgit, parce que finalement, l'émotion, c'est comme une fleur qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, et au lieu de la laisser s'ouvrir et mourir, souvent, dès que la fleur s'ouvre, on la ferme, mais des fois, on n'a pas le choix, parce qu'on est très jeune, et quand on est jeune, on n'a pas de capacité vraiment psychologique. Donc, quand un enfant vit comme une agression, ben, l'enfant se ferme, il se défend, il n'a pas d'autre possibilité. Mais on ne reste pas un enfant toute sa vie. Et on vous rendez compte que quand quelqu'un vous dit une remarque et que vous vous sentez vraiment agressé, mais vous allez vous rendre compte, vous savez bien que c'est pas la remarque qui était problématique, c'était ce que ça a réveillé en vous. Donc, quand vous vous rendez compte que l'agression est rarement la situation est actuelle, mais c'est qu'elle réveille en vous, il y a déjà un grand pas qui s'est fait. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que c'est pas quelque chose de négatif, c'est en réalité quelque chose qui cherche à vous quitter. Puis pour que ça vous quitte, il faut que ça puisse venir. Et donc, il faut le laisser venir. Et ça, je dirais, c'est du domaine de la thérapie, de savoir comment, selon vos capacités, selon le style de la thérapie, comment vous allez pouvoir laisser venir à votre, selon votre capacité, c'est-à-dire sans violence, ces éléments anciens. Et il n'y a même pas à tout laisser venir, parce qu'il y a toujours un passé, on a tous un passé dramatique sur un certain plan. Et c'est pas la peine de tout chercher du passé, mais uniquement ce qui, dans les situations actuelles, se réactualise fréquemment, qui fait que vous pétez les plombs, que vous êtes triste, vous êtes déprimé parce que quelqu'un vous dit ça, quelqu'un vous fait ça, ou vous avez assisté à tel événement. Donc, rendez-vous compte, toujours, c'est une émotion. Et c'est une émotion qui se réactualise. Donc, euh, quand l'émotion vient, je dirais, il faut vraiment rester, en attendant de trouver ce fameux thérapeute qu'on vous souhaite, il faut vraiment rester très tactile avec l'émotion. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de juger l'émotion, vous n'avez pas besoin de dire c'est bien, c'est pas bien, vous n'avez pas besoin de rien dire, mais par contre de sentir. Un peu comme si vous êtes un écrivain et vous voulez écrire un livre sur une femme, une jeune femme qui a des émotions, et voilà, et cet après-midi, quelqu'un a dit ça ou a fait ça, il a senti une panique en elle, et donc vous voulez décrire mentalement dans votre roman ce qui se passe. Donc, vous voulez sentir, voilà, comment elle a senti l'émotion. Est-ce qu'elle a senti si son chien lui demande comment tu sais que tu avais une émotion, elle va répondre, ben, je l'ai senti. Vous l'avez senti, dans le corps. Ou dans la poitrine, dans le ventre, dans les cuisses, dans la mâchoire, dans les épaules, dans le plexus, dans la nuque. Donc, vous allez essayer de découvrir tactilement, sensoriellement, quelle est la zone qui vous fait dire je le sens. Et donc, vous devez vous donner à cette écoute, on va dire, très humble, très légère. C'est pas une concentration, c'est pas spirituel, c'est rien du tout. C'est simplement la fonctionnalité de la vie. Quand quelque chose arrive, quand il pleut, vous devez sentir la pluie. Quand il fait chaud, vous sentez la chaleur. Quand il y a la peur, vous sentez la peur. Quand il y a la jalousie, vous sentez la jalousie. Quand il y a la tristesse, vous sentez la tristesse. C'est ce qu'on appelle la vie. Donc, laissez-vous vraiment envahir tactilement par la sensation. Vous n'êtes pas envahi, vous sentez l'envahissement. C'est-à-dire, euh, vous n'avez pas peur, vous sentez la peur. Quand vous avez peur, vous ne pouvez pas bouger. Quand vous sentez la peur, vous pouvez courir plus vite. Quand vous allez voir un film triste, vous sentez la tristesse. Vous n'êtes pas triste en sortant. Donc, on peut très bien sentir une émotion sans s'approprier l'émotion. Vous devez arriver à décoder la sensation sans vous l'approprier. Je sens la tristesse dans ma poitrine. Ce matin, je sentais la tranquillité. À midi, je sens la tristesse.
ce soit je sens l'agitation, et je me couche, je sens la tranquillité. Je ne suis pas tranquille, je ne suis pas agité, non, tout ça, je sens ça en moi. Donc je sens la tension d'un genou, je sens la détente d'une épaule, je sens la chaleur de ma joue, etc. Donc toutes ces sensations apparaissent en vous, les émotions apparaissent en vous. Je dirais que ça, c'est un travail, une exploration que vous pouvez faire toute seule. Et ensuite, si vous voulez vraiment arriver à avoir une autonomie avec des émotions, où vous rentrez dans des orientations dites spirituelles, mais ce sera très très long parce que ce n'est pas le but des approches spirituelles de vous libérer de l'émotion. Mais un travail thérapeutique peut avoir vraiment une grande valeur. Mais il faut un bon thérapeute et je pense que c'est extrêmement rare de nos jours. Personne n'est bon dans notre société. Mais gardez les oreilles ouvertes et voilà. Et le signe, vous allez tout de suite en sortant de là, après un ou deux rendez-vous, vous allez vraiment sentir que quelque chose est léger finalement. Les problèmes sont là, mais les problèmes ne sont pas problématiques. Et le thérapeute doit signifier par son ressenti que tout va bien finalement. Un peu comme quand vous voyez un médecin, vous êtes vraiment malade, vous allez voir un médecin, et puis vous sortez de là, vous avez une ordonnance, et avant d'acheter les médicaments, vous sentez déjà mieux. Parce que le médecin incarne la santé, le thérapeute doit incarner également la santé. Si en sortant de chez le médecin, avant d'acheter l'ordonnance, d'acheter les médicaments, vous ne vous sentez pas mieux, vous n'êtes pas un si grand médecin, et quand vous sortez du thérapeute, vous êtes encore plus agité qu'en rentrant, ce n'est pas la peine de retourner très longtemps. En attendant ça, essayez d'explorer essentiellement une émotion, sans que ce soit un travail, sans que ce soit une intention. C'est un peu comme vous sortez un morceau de musique au théâtre et vous laissez vivre en vous un peu la résonance de l'émotion que vous avez vécue. Donc c'est passif actif, c'est passif d'intention, mais c'est actif de présence. Et donc quand quelqu'un vous dit que vous avez tort, que vous êtes un monstre, que vous êtes débile, qu'il vous aime plus, etc., et vous sentez le choc, mettez de côté la situation, elle est ce qu'elle est, mais tactilement, explorer comment cette femme sent dans sa poitrine, ou dans son ventre, ou dans sa mâchoire, ou dans sa nuque, cette tension et qui lui fait dire je le sens. Et ensuite, vous voyez les ramifications, parce que c'est très. Au début, on sent un peu uniquement le sommet de l'iceberg, on sent pas grand-chose. Petit à petit, vous allez voir, vous avez vraiment la sensation, c'est un peu comme une caresse tactile. Si vous êtes sensible, si on cache le bout des doigts, ben, dans tout le corps, vous allez le sentir. Si vous êtes frigide, on caresse le bout des doigts, vous sentez que le bout des doigts. Voilà, mais quand le corps devient sensible, le corps c'est une totalité. Dans toute la région du corps, tout le corps est touché. L'émotion, c'est la même chose en réalité. Quand une émotion est là, elle remplit tout le corps. Mais nous, on la fixe, donc on la sent que là. Et si vous la laissez libre, vous allez voir l'émotion va s'étaler, s'étaler. Il y a une émotion, il y a une tension qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale. On quitte les caractéristiques de tension et se réintègre dans la globalité. Ça, c'est la théorie. Ensuite, il faut explorer au niveau de la pratique. Est-ce que vous pensez que cette exploration tactile, elle ne permet pas déjà de se détacher des émotions, qu'il est nécessaire après quand même d'aller voir thérapeute? Je dirais, ça dépend de vous et ça dépend de l'émotion. Théoriquement, il n'y a pas besoin de thérapeute. Et pour mon maître, le meilleur des thérapeutes, c'était une chaise. Il disait, le soir, pendant un quart d'heure, mettez-vous devant une chaise vide et parlez à la chaise. Et il disait, ça va beaucoup plus loin qu'avec un thérapeute. Qu'un thérapeute, tu auras toujours des choses que vous n'avez pas osé lui dire. Alors que la chaise, vous pouvez tout lui dire. Vous savez très bien qu'elle ne va jamais vous juger. Vous n'avez jamais peur de son commentaire, de son. Et quand vous parlez tous les soirs à votre chaise pendant un quart d'heure, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de thérapeute. Mais les gens ont des préjugés sur les chaises, et donc bah, ils vont payer des thérapeutes. Mais en vérité, le meilleur thérapeute, c'est une chaise vide. Et si tous les soirs vous acceptez de parler, même si vous n'avez pas envie de parler, vous parlez quand même. Comme un écrivain qui n'a pas envie d'écrire le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit quand même. C'est la même chose, une thérapie, c'est sérieux, c'est comme un art. Tous les soirs, parlez à votre chaise un quart d'heure, et vous allez voir au bout de quelques temps ce que vous allez lui dire. Écoutez ce que vous lui disiez. Et effectivement, à un moment donné, vous ferez beaucoup d'économies. Mais si vous avez des préjugés, comme beaucoup de gens sur les chaises, il vaut mieux trouver un vrai thérapeute. Ce que je vous ai dit au niveau tactile,
Ça dépend de vous. Si vraiment vous êtes inspiré tactilement par cette exploration, peut-être vous n'avez pas besoin de thérapeute. Ça, il y a que vous qui pouvez le savoir. Si par contre très vite vous tournez en rond, ben, peut-être un thérapeute ou une thérapie peut aider. Mais moi, j'ai connu des gens qui, dans cette écoute, ont rétabli des éléments qui ont permis une vie fonctionnelle. C'est ça qui est important. On aura toujours des vieux problèmes, des vieux éléments. Si on nous touche là, ben, on va réagir. Et là, c'est pas grave, c'est la vie. Il y aura toujours des régions dans votre corps qui sont plus ou moins faibles. Et si on vous touche là, ben, oui, ça va toujours faire mal. Euh, Ça, c'est pas grave. Uniquement, il faut qu'il y ait une relative fonctionnalité qui vous permette de vivre dans la vie de tous les jours sans que ces émotions vous empêchent de fonctionner. Donc, je dirais explorer. C'est vous qui trouverez la réponse. Est-ce que ça vous suffit ou non? Ça dépend de vous. Pas de votre qualité, mais de votre. Si la vie vous donne cette possibilité d'écoute, sans rentrer tout de suite dans une espèce de jugement, de commentaire, de critique, c'est vraiment rester purement sensuel, vraiment sentir la chaleur, la sécheresse, quand vous avez cette, mettons que vous avez dans le plexus, dans le diaphragme, vous avez une peur, vous avez quand on vous méprise, quand on vous juge, quand on vous agresse, quand on vous abandonne, peu importe. Vous vous sentez agressé ici, le soir vous rentrez chez vous, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de mari, peu importe, vous avez un moment tranquille, mais vous devez sentir la texture de cette agression. Vous dites, voilà, je le sens ici, mais où ici? En haut, en bas, devant, derrière, à droite, à gauche, c'est plutôt obscur, c'est plutôt clair, c'est plutôt sucré, c'est plutôt salé, c'est plutôt une note haute, une note basse, c'est plutôt sec, c'est plutôt humide, c'est plutôt lourd, c'est plutôt léger, c'est plutôt l'expansion, c'est plutôt compaction. C'est ça qu'il faut trouver. Et pas avec le mot. Je vous donne des exemples. Et c'est pas vous de vous répéter, c'est vous, mais de vraiment sentir comme, vous êtes sûrement trop sage pour faire ça, mais comme quelqu'un qui aurait, il n'y en a plus maintenant d'ailleurs, qui aurait trouvé un vrai hashish traditionnel et qui va aspirer son hashish. Et quand il a aspiré, qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus rien, il laisse faire. Et petit à petit, les effets de la drogue vont s'étaler en lui. Dans ce laisser faire, c'est la même chose. L'émotion, c'est une drogue. Ça empoisonne le corps comme une drogue. Vous allez laisser progressivement, et au début, il n'y a pas grand-chose, parce qu'on va comme le sommet de l'iceberg. Il dit, oui, je serai ici. Et puis petit à petit, vous allez voir que c'est plus, c'est pas qu'ici, c'est également là, c'est également là, c'est également là, c'est également là, c'est également là. Et on va voir que tout le corps est rempli par l'émotion, et même vous le sentez comme ça dépasser le corps. Et quand une émotion s'étale, elle quitte ses caractéristiques structurelles d'émotion. Ça devient la vie. L'énergie se réintègre dans la globalité. Ça, c'est la théorie, c'est la pratique qui compte. Bonne exploration. Merci beaucoup pour votre réponse. Je suis désolée déjà si c'est un petit peu bruyant autour de moi, je suis dans un lieu public. Mais moi, Eric, je vous ai découvert très très récemment et je connais très peu de choses sur votre parcours, votre chemin. Je voulais savoir si c'était OK pour vous d'en parler un petit peu plus sur ce qui vous a poussé à travailler sur vous, dans votre chemin de vie, les étapes que vous avez suivies, ou voilà, si vous souhaitez partager autre chose à propos de peut-être de certaines philosophies de vie que vous partagez. Honnêtement, ces choses-là n'ont aucun intérêt ni pour moi, ni pour personne. Donc, si on ne s'occupe pas des parcours personnels, ils sont tous différents, originaux. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun, c'est cette aspiration profonde à trouver une espèce de disponibilité dans la vie. Est-ce que je peux finalement faire face à la vie de tous les jours sans la difficulté psychologique, sans la peur, etc. Donc, ça, on a tous en commun, c'est ça qui nous intéresse. Ensuite, nos originalités personnelles n'ont vraiment aucun intérêt ici. Euh, donc, voilà. Par contre, je veux dire, ce qui nous intéresse vraiment, c'est voir en nous qu'est-ce qui m'empêche finalement d'être heureux. Et pas être heureux à cause de quelque chose, pas parce que j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai un chien, j'ai une voiture. Non, être heureux tout court, parce que c'est la nature de la vie. Qu'un enfant a 3 mois, 4 mois, il est heureux. Bon, on donne à manger, mais quand il a mangé, je veux dire, il est heureux. C'est la nature de la vie. Et nous, on perd cette évidence de la joie parce qu'on pense qu'on a besoin d'être aimé, qu'on a besoin d'être écouté, qu'on a besoin d'être compris, qu'on a besoin d'être respecté, qu'on a besoin de ceci, qu'on a besoin de cela. J'ai besoin d'avoir un mari fidèle, j'ai besoin d'avoir une femme mignonne, j'ai besoin d'avoir une voiture, j'ai besoin d'avoir un chien, j'ai besoin d'avoir une maison. J'ai besoin. Et à un moment donné, je m'aperçois que tous ces besoins, finalement,
finalement, m'empêche de vivre plus qu'il ne m'aide à vivre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette exploration de la vie. Les parcours personnels sont, honnêtement, ils sont tous aussi insignifiants en tant que tels et pertinents pour celui qui les vit parce qu'il n'a pas de choix. Mais votre parcours et le mien ont la même intensité. Voilà, donc franchement, il n'y a vraiment rien là-dedans. Pas de souci. Merci pour votre réponse. Bonsoir Eric. Donc c'est Cathy et Daniel. Je voulais te demander, quand je suis en méditation, je ressens beaucoup de choses, ou en tout cas je ressens que j'arrive à me désidentifier pas mal de ma personne. Et quand la vie est calme, tranquille, et que voilà, elle n'est pas trop accélérée, j'arrive à vivre cette intensité dans ma vie. Dès qu'il y a une accélération pour des choses joyeuses ou des choses difficiles, ou mon travail que j'adore, eh bien, j'ai plus de mal à garder cette connexion. C'est probablement de la pratique qu'il faut répéter. Et voilà, je voulais en parler. Je suis pas convaincu que ce soit un problème de pratique, parce qu'au contraire, si tu pratiques intensément un art ou la méditation ou ces choses-là, ça crée souvent une forme de séparation où effectivement, quand tu t'assois sur un tapis, tu vas trouver une forme de tranquillité, mais dès que un problème arrive, on quitte cette tranquillité. C'est un peu le problème de la pratique. Donc, pour nous, la pratique doit être une forme de prolongation de l'évidence et non pas un moyen. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pratiquer sans la moindre direction, sans la moindre intention, uniquement pour être conscient de ce qui est là. Si dans la pratique, il y a la moindre intention d'arriver à quelque chose, la pratique va se réduire à cette chose-là. Si la même, par exemple, je fais allusion aux pauses, au yoga, ces choses-là, si je fais une pause en essayant de faire la pause, cette dynamique même fait que je vais avoir effectivement un effet au niveau de la pause, mais je dirais que ça va vraiment s'arrêter là. Si je fais la pause sans essayer de faire la pause, c'est-à-dire uniquement je laisse la possibilité au corps de faire ce mouvement et je m'arrête avant de créer un corps, c'est-à-dire je fais le mouvement totalement à vide de toute tension, toute élongation, toute compression, c'est-à-dire vraiment complètement aérien. Je vais beaucoup moins loin dans la pause physiquement, si quelqu'un me regarde, c'est ridicule. Mais je suis vraiment dans une pause vide. À ce moment-là, le vide de cette pause, c'est un vide qui va beaucoup plus s'intégrer dans les différentes situations de la vie de tous les jours. Donc attention à ce que la pratique soit pas trop directionnelle, parce que effectivement, quand tu sors de la séance pendant 2-3 heures, si on dit que tu es un imbécile, ça ne gêne pas, mais 5-6 heures après, ça va quand même te faire un affaire. Alors si je travaille vraiment à vide, c'est-à-dire sans m'approprier quoi que ce soit, à un moment donné, il y a une forme de disponibilité, la situation, l'environnement est ce qu'il est, il n'y a rien qui peut être vécu comme une agression psychologique. Si un crocodile me mange la jambe, me mord la jambe, c'est une agression physique, mais si on me traite d'imbécile, ou la personne a raison, moi, je me traite souvent d'imbécile, et je suis d'accord avec lui, ou c'est lui l'imbécile, et c'est pas de sa faute, c'est génétique, en aucun cas, ça peut être une agression pour moi. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas séparer la pratique. Donc, il faut vraiment que la pratique soit une intégration de la vie et non pas un jardin d'Éden séparé. C'est pour ça que, par exemple, la méditation, dans l'approche qu'on explore avec certains amis, on n'a pas d'heure de méditation, c'est pas de 5 à 6 le matin. La méditation, c'est l'espace entre deux pensées, entre deux perceptions, et des fois dans la journée, à des moments, tu te rends compte que quelque chose est fini, et puis c'est pas encore le temps de faire autre chose, donc il y a cet espace vide d'accumulation, on va dire, et qui est plein de présence. C'est pas une présence personnelle, mais c'est une présence tout court. Et donc, c'est laisser finalement un raisonnement ou une perception se découler
Et avant qu'une autre perception, avant qu'une autre pensée apparaisse, il y a cette espèce de tranquillité. C'est ça pour nous la méditation. Et le moment le plus important, c'est le soir, quand on va rentrer dans le sommeil profond, quand tu vas laisser ta vie, quand tu vas laisser ton corps, quand tu vas laisser ta pensée, quand tu vas laisser ton passé, ton futur imaginaire. Et pourquoi pour ne rien être. Dans le soir, on disparaît finalement dans le sommeil profond. C'est ça le moment le plus important. Et si on se donne intensément à ce moment-là, des fois, le matin, avant que le corps se réveille, avant que la pensée se réveille, des fois, il y a une espèce de pressentiment on le sait sans le savoir, d'être là avant le corps et avant la pensée. À ce moment-là, la pensée et le corps vont apparaître dans cette présence et la journée va être vécue avec cette espèce de présence impensable, finalement irressentable, parce qu'on le sait sans le savoir, qui va être autour, je dirais, de la journée. Et ça vient vraiment de la rentrée dans le sommeil profond. Pour nous, le moment le plus important, c'est le soir de rentrer vraiment dans le sommeil profond. Je ne dis pas consciemment, parce que là, on en fera une relation sujet-objet, mais intimement. C'est-à-dire de vraiment déposer le corps sur le lit. On sent le lit, c'est du quoi? C'est du lin, de la rayonne, du synthétique, du fil, du métis. Je sens vraiment et tout mon corps. La lourdeur du corps, la densité du corps pénètre le drap, la chaleur du corps pénètre, il y a un drap dessus éventuellement. Je sens la tactilité du drap sur mon corps. Ensuite, je sens dessous, dessus à la fois. Et on dit quand je sens dessous, dessus, il y a plus grand chose au milieu, il y a côté de chaleur. Et cette chaleur, c'est un peu comme une vieille table de fer, mais tu jettes un sac dessus. Il y a la poussière qui va monter, qui va monter, qui va monter, puis qui va redescendre progressivement. Là, c'est un peu pareil. Il y a une chaleur qui s'est entre ces deux couches, dessous, dessus. Il faut une chaleur du corps qui va se déployer tactilement. Et puis, à un moment donné, il y a un point culminant, et puis il y a comme une résorption. Et on tout se résorbe, et là, on est dans le sommeil profond. Encore une fois, ça c'est la théorie, la pratique n'est pas forcément toujours comme ça, mais c'est vraiment l'orientation. C'est ce moment-là qui, pour nous, est la vraie méditation. C'est la vraie disparition totalement organique, naturelle, que tous les êtres humains ont tous les jours. On ne va pas passer plus de 3 jours sans sommeil profond, sinon on devient fou. Donc c'est vraiment l'élément organique. Et si on se donne à ce moment-là vraiment intimement, des fois dans la journée, il y a des moments où il va y avoir tu es appelé, on pourrait dire, par cette de présence silencieuse où il n'y a plus rien à prétendre, il n'y a plus rien à savoir, il n'y a plus rien à fabriquer, il n'y a plus rien à être. Il y a simplement à se laisser mourir dans une présence, je dirais, impensable. Et ça va vraiment venir de l'approche du sommeil profond. À ce moment-là, tu vas voir de plus en plus d'éléments de la journée vont être intégrés, mais honnêtement, à moins d'être un sage, il va toujours rester des espaces de la vie. C'est comme dans le corps, tu peux travailler le corps, tu vas avoir une bonne vitalité, etc., mais il y aura toujours des zones qui vont rester plus fragiles que d'autres. C'est comme ça. Et psychiquement, c'est pareil. C'est-à-dire, tu peux avoir une sexualité facile, un problème, pas de problème avec l'argent, pas de problème avec la réputation, pas de problème avec la beauté ou avec la santé, mais il y aura un petit endroit de ta vie où, si on te touche là, tu vas réagir, tu vas quitter cette globalité. Je dirais ça, c'est normal. Alors, petit à petit, ça va diminuer. Il ne faut pas non plus essayer de devenir comme une espèce de Superman spirituel en disant je devrais être touché par rien. Ça n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est de voir comment on fonctionne, humblement, intimement. Et au plus tu le vois, au plus il y a une espèce de clarification qui va se faire. Mais c'est important, toi qui pratiques, que vraiment la pratique soit déliée de tout dynamisme vers quelque chose. C'est par quelque chose. Donc, c'est pas un problème de quantité. Il est mieux pratiquer une demi-heure, je dirais, intimement que 2 heures mécaniquement. Chaque fois qu'on fait un mouvement, c'est la première fois. Chaque fois qu'on fait un mouvement, c'est la dernière fois. C'est important de brûler toute la mémoire. Si je lève le bras, c'est plutôt la première fois que je lève le bras. Quand je descends le bras, c'est la dernière fois. Peut-être que j'aurai un AVC ce soir. D'ailleurs, je ne sais pas si demain je pourrais lever mon bras. Toujours à la même intensité. Quand je lève le bras, je découvre, parce que la pression de l'air n'est jamais la même, parce que mon bras n'est pas le même tiers. Je découvre la sensation. Et quand je reviens, je découvre également la sensation. C'est la dernière fois. Je laisse la mémoire mourir. Et permet que le lendemain, c'est toujours la première fois. Donc, jamais rentrer dans une répétition, comme les gens tous les jours jouent un peu plus loin dans une pause, etc. Là, on rentre dans une forme de capitalisme
n'y a rien à voir avec la tradition indienne vraiment. Oui, je te remercie. C'est vrai que je suis plus là-dedans, dans une méditation qui s'inscrit partout dans ma vie, plutôt que de l'assise longue, etc. Mais j'aime bien la manière dont tu m'as redonné le sens de l'observation aussi, de comment un mouvement se fait sans que je sois là à le vouloir, hein. Et Absolument, c'est vraiment, c'est purement tactile. Donc, quand tu fais un mouvement, tu dois sentir des courants de l'air dans la pièce. Tu regardes la fumée de l'encens, la fumée ne va pas droit, elle suit les courants. Donc, ouais, chaque fois que tu lèves le bras, tu suis les courants. Je dois suivre les courants. Et que si je me penche en avant, je suis les courants. Si je fais un mouvement en arrière. Et ce qui est très important quand tu fais un mouvement, quand le mouvement s'arrête, le mouvement continue. C'est toujours un peu comme tu es dans une piscine. Si je suis dans une piscine, si je tourne à gauche, mon but s'arrête, mais l'eau continue. Donc, quand je fais une pause de yoga, quand je vais à gauche, je sens la résistance de l'eau, mais je m'arrête, ça va continuer. Et si je vais à droite, ça s'arrête, ça va continuer. Si je vais en avant, le but s'arrête, ça continue. Si je vais en arrière, donc il faut toute cette prolongation dans l'espace du mouvement tactile. Quand il y avait le souffle, quand tu expires, on dit le souffle s'arrête, mais il y a quelque chose qui va plus loin que le souffle. C'est quelque chose qui va revenir, qui va déclencher l'inspire. L'inspire s'arrête, il y a quelque chose qui va plus loin, qui va revenir, qui va déclencher l'expire. Donc, comme on dit, l'inspire et l'expire sont pris en charge par la prolongation. Et le mouvement, c'est vraiment comme dans une piscine. Dans une piscine, tu fais le mouvement, le corps s'arrête, ça continue. Il faut toujours sentir la prolongation tactile du mouvement. C'est ça qui permet de faire vraiment la pause vide, et non musculaire, sans élongation, sans étirement. En tout cas, il y a de nombreuses approches, mais ça, c'est notre approche. ouais. Merci bien. Merci à toi. Bonjour Oui, Eric. Pardon. vas-y, vas-y. Merci. Bonjour Eric. Quel est l'état au-delà de la question? La question vient de la réponse. Si vous ne pressentiez pas la réponse, vous ne pouvez pas poser la question. Un imbécile ne peut pas poser la question. Donc, le fait de poser la question, je pressens la réponse, je dirais, j'en ai oublié l'articulation. Mais la vraie question vient de la réponse. Celui qui a un questionnement profond, je veux dire, on dit dans les textes, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Dans la recherche, et le signe d'avoir trouvé. Celui qui n'a pas la grâce ne cherche pas la grâce. La recherche de la grâce vient de la grâce elle-même. Donc, il faut uniquement comprendre le mécanisme et se rendre compte que la question n'a pas besoin d'une réponse, elle a besoin de retour dans son origine, qui est la réponse. La question, finalement, c'est une espèce de prétexte, je dirais, amoureux pour retrouver la réponse. Donc, la dynamique de la question vers quelque chose va être remplacée par une dynamique de résorption de la question dans quelque chose. Et donc, c'est un moment vraiment interne, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre à une question, on répond, je dirais, de manière mondaine. Mais la vraie réponse, c'est la tranquillité. Dans cette tranquillité, la question est apparue, et la question va se résorber dans la tranquillité. La question extérieure, c'est une forme de mondanité qui a sa place. Mais la vraie question, qui est la question ultime, qui n'est pas formulable, c'est un feu intérieur qui se déploie, et au lieu de se perdre vers l'extérieur, c'est dans les explications, dans les formulations, va revenir à son origine, et son origine, c'est vraiment la réponse. Il n'y a plus ni question ni réponse. Je veux dire, le jeu de la vie s'accomplit. Okay. C'est d'ailleurs la symbolique, finalement, si on regarde l'approche tantrique au niveau théorique, finalement, comment est transmise l'approche tantrique. Les textes des tantras, c'est quoi? Les tantras sont formulés en forme de dialogue. Il y a la conscience plénière, qui généralement est symbolisée par Shiva, et la conscience qui s'incarne, qui est symbolisée par la déesse, par la Shakti. Et donc la Shakti, la déesse, pose une question à Shiva, qui est la conscience, pour éclairer sa compréhension. Et à la fin des tantras, la déesse s'unit à Shiva, qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. En vérité, il n'y a ni Shiva ni Shakti, il y a conscience, mais dans le jeu, on va dire,
du temps et l'espace, cette conscience semble se séparer en deux, en tant que connaisseur et ce qui connaît. Et donc la déesse qui est la question, la déesse a questionné, et tous les textes, compris que sont des questions de la Shakti à Shiva. Et ensuite, la réponse finalement va ramener toujours sur le fait que finalement la déesse n'a jamais quitté ce qu'elle était intrinsèquement, c'est Shiva. Donc c'est ça le jeu de la question-réponse, c'est ce qui permet de revenir à l'origine, où il n'y a ni question ni réponse. Donc c'est ça la tradition tantrique a toujours été exprimée comme ça, mais pas que, parce que finalement les Upanishads déjà étaient formulés très souvent sous forme de questions-réponses. Mais dans les tantras, c'est un peu plus marqué au niveau symbolique. C'est presque toujours Shiva qui répond, mais il y a des tantras du Bengale au XVIIe siècle, où par contre c'est la déesse, c'est la Shakti qui enseigne, et c'est Shiva qui pose les questions. Il y a une petite parenthèse sur le Bengale pour des raisons. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Merci. Ouais, il y a quelque chose autour du blabla des questions par rapport à ce que tu viens de dire, justement, qui pose la question. Ça fait du bruit. Il y a autant de blabla dans la réponse que dans la question. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le but de la question, c'est de ramener le questionneur à l'origine de la question. Et l'origine de la question, c'est lui-même en tant que totalité. Pour des raisons de la vie, on appellerait Maya en Inde, cette évidence s'est perdue et on a l'impression finalement qu'il nous manque quelque chose. Et donc finalement, le dialogue vise à vous ramener sur l'état d'or sur lequel vous êtes assis, alors qu'on est en train de quémander quelques pièces, parce qu'on ne voit pas notre propre richesse. Donc la réponse n'est pas plus maligne que la question, mais la réponse normalement doit être orientée, pas pour donner une réponse satisfaisante à la personne, parce que ce serait une forme de supercherie, mais pour ramener le questionneur à se rendre compte que finalement, quelle est la vraie question, et se rendre compte que la vraie question n'est pas une question, c'est un feu intérieur, et à un moment donné, le questionneur, je dirais, s'il est habité par la grâce, va vivre avec ce feu intérieur qui va devenir le centre de sa vie, et quand ce feu devient le centre de la vie, à un moment donné, ce feu intérieur va brûler toute formulation possible. Quand il n'y a plus de formulation possible, il y a une espèce de révélation intime dans lequel questions et réponses deviennent célébration de la vie. Donc la question n'est pas plus que la réponse, c'est les deux actes d'une même danse. C'est la danse de la vie finalement. Dans l'espace-temps, la conscience s'exprime sous forme de questions-réponses et sous forme de temps et espace. Je dirais c'est la perception est toujours sous forme d'objets connus, de perception, et même si profondément on a tous cette conviction profonde que la perception n'existe pas parce qu'il n'y a pas de séparation. Le sujet et l'objet sont les deux côtés de la même pièce. Mais notre cérébralité ne nous permet pas de comprendre quelque chose autrement que sous forme de perception. En vérité, il n'y a jamais rien de perçu, il n'y a jamais personne qui perçoit, c'est des représentations cérébrales. Mais c'est pas parce que notre cérébralité est limitée que la réalité est limitée. Alors, je me rends compte de ce qui est cérébralité et ma perception de l'espace-temps et ce qui est essentialité, mais qui, pour des raisons de perceptibilité, passe toujours par les notions de sujet et d'objet, dans le temps et l'espace. Et c'est une forme de concession. Merci beaucoup. Je voulais rebondir sur les propos de monsieur. Est-ce que par rapport à cette problématique par rapport à cette forme manifestée là de question-réponse, est-ce qu'on peut dire que par exemple la liturgie ou le rituel, des rituels d'offrande ou de sacrifice, où il y a un ritualiste et puis toute la liturgie, on peut dire que c'est une forme de question-réponse, mais manifestée dans des objets? Si la liturgie Dans les est consciente, je dirais oui, quand on voit
dans le sacrifice védique, le prananiotra, le sacrifiant finalement s'offrait en offrande. Dans certains rituels tibétains, le yogi va s'offrir lui-même aux différentes déités pour être dévoré. Et dans le christianisme bien compris, le christianisme traditionnel, il y a également cette notion. Donc le rituel est une espèce de balbutiement pour célébrer sur un monde phénoménal ce jeu de la vie. Mais encore faut-il que le rituel soit vraiment habité de l'intérieur et ne soit pas une espèce de mondanité, de sécurisation. Et généralement, de partout dans le monde, maintenant, on voit le rituel est fait de manière mécanique. Et un rituel mécanique, c'est quand on fait l'amour de manière mécanique ou regarder la lune de manière mécanique, ça n'a pas de sens. Donc quelque chose est habité par la conscience, et à ce moment-là, devient une célébration de la conscience, ou sinon, je veux dire, une forme de caricature. Donc le rituel, dans le sens originel, c'est certainement une célébration de cette évidence, mais comme tout, avec le temps, il y a une forme d'obscurcissement de l'activité rituelle, comme il y a un obscurcissement des éléments religieux profonds, comme il y a un obscurcissement de la métaphysique, etc. Ça fait partie de l'époque. Nous, à l'origine, je pense que le rituel était une manière compliquée de parler de quelque chose de très simple, mais qui, pour beaucoup de gens, peut-être, était la seule manière d'accéder à une forme de pressentiment, parce que l'être humain a besoin d'images, a besoin de concrétisation, a besoin et le rituel permettait une espèce de participation, je dirais, affective, non conceptuelle, à quelque chose qui dépassait celui qui le voyait. Par exemple, quand vraisemblablement les spectacles au Moyen-Âge qui étaient donnés sur le parvis de Notre-Dame à Paris ou des grandes cathédrales, vraisemblablement devaient amener, il y avait finalement cette lutte entre le bien et le mal, c'est-à-dire qui sont des forces finalement symbolisées de la conscience, hein, même la Soura et les Devas. Cette lutte finalement crée la conscience. Dans les Asuras et les Devas, Bharat, l'océan de lait, le joyau Kasturba, le cheval blanc, le parasol, les joyaux de la vie apparaissent de cette lutte entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité. Dans le rituel, c'est une réactualisation de cette lutte éternelle, mais qui n'est pas une lutte contre quelque chose, qui est une expression, qui est l'expression phénoménale finalement de la vie, parce que on a le jour et on a la nuit, et ça va toujours rester. Donc la dualité ne peut s'exprimer que sous forme de dualité. Il y aura toujours la lumière et l'obscurité, même si tout ça est une forme de la lumière. Mais dans le rituel était cette intériorisation, fait par une extériorisation, qui ramenait inconsciemment chez le participant ce retour aux forces primordiales qui sont le jeu de la vie. Mais encore faut-il que le rituel soit vraiment intégré dans une profonde humilité, dans une profonde compréhension, et ce ne soit pas devenu quelque chose de mécanique, de religieux, de moraliste, etc. Oui, et alors du coup, au niveau des forces, le fait de cette confrontation, cette lutte éternelle que vous dites, est-ce que c'est cela qui provoque ce que vous appelez la transcendance, c'est-à-dire, pour essayer de s'unir à ce qui est immanent, La transcendance et l'immanence, mécaniquement? c'est deux formulations qui ne sont pas en opposition. La transcendance se réfère à cette conscience non manifestée, et l'immanence à l'expression spatio-temporelle de cette évidence. Donc, c'est la même chose vue d'un point de vue différent. D'un point de vue de la clarté, il n'y a que transcendance. Du point de vue objectif, il n'y a que immanence. Du point de vue de la clarté, vous voyez Shiva. Du point de vue de l'immanence, vous voyez la Shakti. Mais Shiva et Shakti sont la même chose. Il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a pas une transcendance et une immanence. C'est pour ça que dans la rose croix, il y a cette rose au centre de la croix qui est justement le point où l'apparente transcendance et l'apparente immanence, en vérité, se sont à jamais unis.
c'est que d'un point de vue extérieur, c'est que d'un point de vue mondain, qu'il y a une transcendance et une immanence. Mais l'idée de la transcendance et une immanence, c'est une idée immanente. Au lieu de la transcendance, il n'y a ni transcendance ni immanence parce qu'il n'y a pas de séparation. D'accord, je pensais juste que si on était confronté à quelque chose de contradictoire, où on se sent en lutte, on génère en soi une tension et on a envie de transcender la tension, de dualité, enfin après, je sais pas. Transcender Ça veut dire voir, transcender veut dire voir clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à changer, il n'y a pas de problématique. Il faut reprendre l'exemple du vieux de Leibniz qui disait regardez une peinture de la Renaissance, c'est une très grande peinture, 3 mètres de haut, 6 mètres de long. Généralement, ça représente la Seine ou la Madone. Cachez 9 dixièmes du tableau. Regardez un dixième. Et vous allez dire, ah, mais c'est trop clair, c'est trop obscur, c'est pas harmonieux. Continuez à regarder le même dixième. Et on levez le cache, levez le drap sur les autres, sur les 9 dixièmes manquants. Et en un seul instant, vous allez voir qu'il n'y avait aucun problème à résoudre. Pourquoi? Parce que vous voyez maintenant la situation du point de vue de la totalité. Donc quand je pense qu'il y a un problème à résoudre, quand je pense qu'il y a un conflit, c'est que je vois mal, et que je vois la chose séparée de l'environnement. Donc vous la voyez dans sa globalité, elle est ce qu'elle est. Il n'y a jamais de conflit à résoudre. Le conflit est une apparence parce qu'on voit quelque chose séparé de l'environnement. C'est nous qui mettons des noms, c'est nous qui mettons le mot guerre, c'est nous qui mettons le mot paix. Il n'y a pas de telle chose. C'est des séparations. C'est nous qui donnons une situation commence là et finit là. Mais avant le début de la situation, il y a l'infini de la vie. Après la fin de la situation, il y a l'infini de la vie. Il n'y a pas de situation. Dans la situation, c'est notre regard qui sépare quelque chose de sa globalité et on n'a pas d'autres possibilités. Je dois me rendre compte de ça. Donc, il n'y a jamais à Ah oui, résoudre une problématique, il y a à la voir dans sa globalité. oui, d'accord, merci. Bonsoir. C'est la première fois que je viens euh, sur ce Zoom, que je vous rencontre. Et j'ai été très touché par les textes que j'ai pu lire. Et j'ai une question par rapport aux émotions. Je suis désolé parce que du coup, je suis dans l'émotion à vous poser cette question. Mais je découvre les textes de Nziga-Darta Maharaj. Je suis désolé si je le prononce mal. Et je trouve qu'il y a beaucoup de traditions, enfin que j'ai un peu exploré, hein, je dis ça avec mes mots, mais où l'émotion est pas... bon, c'est un peu caricatural parce que je suis en plein dans l'émotion, mais où on demande de laisser passer l'émotion dans la méditation. Là, ce que j'entends de vous, c'est que vous invitez à être dans la sensation de cette émotion, à la laisser se diffuser pour accéder à autre chose après. Euh, Et souvent, quand je lis tous ces textes-là, j'ai l'impression d'une dissociation entre cette idée du soi, de cet espace un peu impersonnel, et tout le personnage, toute l'émotion qu'il y a autour. Et voilà, j'ai un peu de mal à faire le pont entre tout ça. Et voilà, c'est ce qui m'amène, je pense, ce soir, parce que quand je lis vos textes, j'ai l'impression qu'il y a une unité entre ces deux dimensions du soi et la dimension du personnage ou de l'histoire. De l'histoire personnelle. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis dans l'émotion comme ça à vous poser cette question, mais c'est vraiment une question qui me taraude depuis très longtemps. Et j'ai l'impression qu'on peut être un peu dans une forme de dissociation, à vouloir échapper au réel ou aux émotions pour être dans un espèce d'état impersonnel. Et je sens que c'est pas juste. Et enfin voilà, c'était pour éclaircir un peu cet aspect. Je sais pas si ma question est très claire. Mais, voilà, Non, non, votre question est très claire. Vous savez, vous parlez des Shagadatta Maharaj, je l'ai rencontré à Bombay. On ne peut pas comprendre cet enseignement sans la présence de l'enseignant. Donc, quand vous lisez les textes traduits par Maurice Friedman, par John Donne, par Robert Powell,
vous n'avez pas grand-chose de l'enseignement. L'enseignement de Maharaj, c'était sa présence. Et je vous promets qu'avec dans sa présence, il n'y avait rien de conceptuel. Et quand Maharaj disait I am the self, c'était pas conceptuel. Et autour de lui, je dirais, sa présence permettait éventuellement de réaliser cette évidence. Quand vous enlevez le gourou, qu'il reste les textes, franchement, ça peut avoir une valeur ethnologique, mais il reste pas grand-chose. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand vous lisez Maharaj sans l'avoir connu, ça peut paraître très, très, très conceptuel, surtout qu'en plus, la tradition Maharathi à laquelle il appartenait a une formulation qui est très originale par rapport au Vedanta classique de Krishna Menon ou de Ramana Maharshi, par exemple. Donc, c'est encore plus compliqué. Sa formulation sur le non manifesté, la Vakya, etc., est très spécifique à sa tradition Sampradaya de ces différents groupes. Mais je vous promets que avec Maharaj, il n'y avait rien d'intellectuel et que sa présence en quelques jours avec lui, cette ayamness, qu'il appelait ayamness, cette sensation d'être prenait vraiment corps dans l'environnement. Mais ces gens-là sont plus là. Et je dirais, il reste pas grand-chose dans les textes. Donc, la tradition tantrique, dont on se réfère ici, est une tradition, je dirais, pour les gens plus simples. Parce que l'approche védantique directe demande une très grande capacité d'abstraction et demande la présence d'un gourou établi dans cette réalité. Et c'est sa présence qui va vous permettre que cette intériorisation soit pas conceptuelle et soit pas séparée de la vie. Mais Jean Klein est plus là, Maharaj est plus là, il y a sûrement des gens remarquables, mais moi, je les connais pas trop. Sans la présence de quelqu'un, je dirais, de cette qualité-là, vous avez tout à fait raison, ça devient très facilement conceptuel et les gens peuvent parler du soi, de la conscience, si on est content pour eux, mais franchement, c'est un peu de l'énergie perdue. Alors que l'approche tantrique, qui en Inde demande un gourou, parce que l'Inde c'est autre chose, c'est un pays qui fonctionne comme ça, mais je pense qu'on peut s'inspirer beaucoup, c'est ce que Jean Klein a fait de cette tradition, et une des particularités de cette approche, c'est justement l'accent mis sur l'émotion. Abhinavagupta, qui est le grand maître de l'approche cachemirienne, a, pour le premier en Inde, mis l'accent sur l'émotion. Jusque-là, il y avait ce qu'on appelle les grammairiens au VIe siècle, qui avaient catégorisé 8 émotions principales. Et Abhinavagupta va ajouter une 9e émotion qui est finalement le je suis, qui est la conscience. C'est-à-dire toutes les émotions, finalement, viennent de la conscience et se résorbent dans la conscience. Donc, sur les vivres d'émotions, elle va nous ramener à la conscience. Comment ça se fait? Parce que l'émotion est objective. Et donc, je vais laisser l'objet émotionnel vivre en moi. Et quand on laisse un objet, une perception vivre, elle se déploie et elle va se résorber. Et quand l'objet se résorbe, comme il ne peut pas y avoir le sujet sans objet, le percipient se résorbe simultanément. Et qu'il n'y a plus ni objet ni sujet, il y a conscience. Donc la magie du déploiement phénoménal de l'émotion, je dirais, vous montez en route, quand vous prenez l'ascenseur en route, et la dissolution de l'émotion amène la dissolution du prétendu sujet, parce que le sujet sans objet, ça n'existe pas. Donc finalement, c'est pour ça que dans la tradition tantrique, contrairement par exemple aux traditions yogiques indiennes, les traditions yogiques indiennes sont extraordinairement fascistes, c'est des traditions de maîtrise sur l'émotion. Le yogi essaie de pas être pas de colère, pas ceci, pas cela, et on est content pour lui. Mais c'est quand même toujours un combat. Dans la tradition tantrique, quand, par exemple, un texte de base de l'approche du yoga du Cachemire, c'est le Vijnana Bhairava Tantra, qui est un tantra très, très connu, malheureusement souvent mal traduit, mais bon, c'est comme ça. Et dans ce tantra, qui est le base de l'approche de Jean Klein, on vous donne différentes émotions, mais pas uniquement, contrairement au texte yogique. Le texte yogique va vous dire de vous donner à bhava, c'est-à-dire vous donner à l'émotion de joie, d'amour, de tranquillité. Mais les textes yogiques vous disent non, non. Il y a un sloka célèbre,
une phrase célèbre de ce tantra qui dit « Sur le champ de bataille, quelqu'un vous court après pour vous tuer, sentir l'émotion. » C'est-à-dire, quelle que soit l'émotion, de la plus spirituelle à la plus, disons, vulgaire, si vous laissez vivre l'émotion et vous la laissez se résorber, vous allez également vous résorber dans la conscience et de manière éliminer le côté sujet-objet, perçu et perception. Dans l'approche tantrique, effectivement, permet, en tout cas à la direction, de permettre que toute émotion dite mondaine, dite superficielle, dite ceci ou cela, ça peut être un éternuement, ça peut être la surprise, ça peut être la peur, ça peut être la panique, ça peut être la jalousie, ça peut être la violence, ça peut être la douleur, ça peut être le plaisir, ça peut être, quelle que soit l'émotion, si on la laisse vivre sans s'y attacher, c'est-à-dire on ne dirige pas l'attention vers l'émotion, on laisse vivre l'émotion en nous, quand vous sentez vous allez voir Rigoletto au théâtre et à la fin vous êtes triste, ou quand la fille de Rigoletto est morte, vous sentez la tristesse et quand vous sortez là, vous dites c'était magnifique. Bon, c'est magnifique de sentir la tristesse quand on n'est pas triste. C'est magnifique de sentir la peur quand on n'a pas peur. Quand quelqu'un saute en parachute, c'est pour avoir peur. Sinon, il ne paierait pas, mais il n'a pas peur. S'il a peur, il ne saute pas. Donc, quand je saute en parachute, je saute pour sentir la peur. Quand je vais voir une pièce triste à l'opéra, je paye pour sentir la tristesse. Quand je sens la tristesse vivre en moi, quand je sens la peur vivre en moi, le soir, la peur, la tristesse s'éliminent. Et je dirais, je dors très bien. Les enfants jouent à se faire peur. Ils dorment très bien. Donc, la peur n'est pas un problème. La tristesse n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est l'appropriation de l'émotion. Mon approche tantrique va être de laisser vivre l'émotion vraiment comme vous aspirez votre hashish et vous laissez les effets du hashish se déployer en vous. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous laissez faire. Donc, le yoga dans l'approche tantrique va être de devenir vraiment disponible à l'impulsion de l'émotion, le déploiement de l'émotion. Et comme tout ce qui se déploie, il y a résorption, l'émotion va se dissoudre. Et à ce moment-là, la perception se dissout. Donc, c'est ça vraiment le cœur de l'approche tantrique. Et ça, c'est, je dirais, très rare dans l'approche de l'Inde, qui est une approche extrêmement dictatoriale généralement, spirituellement. C'est que dans cette approche cachemirienne, parce que les tantras du Nord classiques, les tantras du Sud, ne sont pas du tout comme ça en Inde, où il y a cet accent justement sur la liberté totale de laisser vivre toutes les émotions, sans jamais les cataloguer, sans jamais les commenter, sans jamais les approuver ou les critiquer, et que ça purement sensoriel, et la résorption de l'émotion. Ça, c'est vraiment le cœur de l'approche cachemirienne. Mais n'oubliez jamais que quand vous avez des textes comme Maharaj, ou comme Maharshi, ou peu importe des grands maîtres de l'Inde, c'était leur présence qui enseignait. Donc, des fois, les textes peuvent paraître très secs, mais il n'y avait aucune sécheresse dans ces choses-là, mais uniquement c'est la présence du maître qui permet à l'élève de justement vivre cette profonde intériorisation sans se couper de quoi que ce soit. Mais quand il n'y a plus cette présence, les textes peuvent être très inspirants, peuvent être très stimulants intellectuellement, mais honnêtement, il ne reste pas grand-chose. Et je dirais, honnêtement, ce serait absurde de vouloir suivre l'enseignement par un livre. On peut pas, personne peut de nos jours suivre l'enseignement de Rabbi Maharshi ou de Maharaj, etc. Ils sont plus là, etc. Il y a peut-être d'autres personnes, ceux qui sont. Le problème de nos jours, c'est que les véritables maîtres sont trop humbles pour être connus, donc ils sont inconnus. Et les gens connus, il vaut mieux pas en parler. Donc inspirez-vous de ces textes, mais limitez pas les enseignements à ce qui est dit dans les textes, parce que c'est dans les enseignements traditionnels, c'est vraiment la présence de l'enseignant, particulièrement chez des gens comme Maharaj ou comme Madame Maharshi. Merci. Merci à vous. Bonsoir. En fait, je voulais revenir sur cette notion de choix, de décision dans la vie. En fait, en observant, en réfléchissant, il y a une bonne partie de moi-même qui se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent et qui font que la plupart du temps, on ne décide pas de grand-chose. Parce qu'il y a tellement de facteurs que, voilà, les conditionnements, etc. Mais il y a encore une partie de moi-même qui doute, on va dire, et qui a l'impression quand même au quotidien de devoir faire des choix,
et donc d'en porter aussi les conséquences forcément. Et donc c'est très inconfortable parce que ben, de par cette idée de faire un choix, forcément, ça implique une responsabilité derrière, une notion de cause à effet, etc. Et, et en fait, je voulais avoir un peu votre retour là-dessus sur peut-être une manière de mieux observer pour arriver à peut-être une évidence plus claire intérieurement sur tout ça. Voilà, je sens qu'il y a une partie de moi-même, encore une fois, pour qui ça résonne, mais il y a encore une partie ouais, qui a du mal à être complètement convaincue. Mais tant que vous vous prenez pour une personne, il y aura cette notion de choix. Et de plus en plus, vous allez voir qu'il n'y a jamais eu de choix dans votre vie, les choses se font naturellement. Vous choisissez pas ce que vous allez manger, vous avez une résonance avec telle ou telle forme d'alimentation. Vous choisissez pas votre sexualité, vous avez une résonance avec telle ou telle forme de sexualité. Vous choisissez pas d'être touché par le soufisme, ou par le tantrisme, ou par le taoïsme, vous avez une résonance avec tel ou tel texte, avec telle ou telle tradition. Vous choisissez pas d'aimer la musique carnatique ou la musique d'Afghanistan ou la musique indienne, vous avez une résonance avec telle ou telle musique. Vous n'avez pas choisi d'être végétarien ou de pas l'être, vous avez une résonance avec telle ou telle alimentation. Donc, quels sont vraiment vos choix? Il n'y a pas de choix. Celui qui court le 10 000 mètres n'a pas choisi, il ne pourrait pas faire d'haltérophilie. Ceux qui font de l'haltérophilie ne peuvent pas faire le 10 000 mètres, ils n'ont pas choisi, ils ont vécu en fonction de leur capacité. Donc, il n'y a pas de choix dans la vie. Le choix, c'est vraiment un imaginaire et c'est respectable, mais ça vient de l'imaginaire de la personne. Et vous n'avez jamais fait de choix. Les choses se sont présentées naturellement. Vous rentrez dans une pièce, il y a 10 personnes qui vous laissent indifférent, il y en a 11, il y en a un qui vous stimule. C'est pas un choix. Vous vous mariez avec cette personne, mais c'est pas un choix. Ça se fait tout immédiatement. Si vous allez, quand vous avez 15 ans, vous allez dans un dancing et vous regardez les hommes ou les femmes selon vos goûts sexuels qui sont là, et puis au moment donné, vous décidez d'aller inviter à danser telle ou telle personne, mais si vous êtes avec quelqu'un qui vous connaît bien, ou avec votre mère, bien alors vous ayez décidé, c'est très bien qui vous allez choisir. Vous n'avez pas choisi. Vous avez un type d'homme, vous avez un type de femme, vous avez un type de morphologie, vous avez une sonorité de voix qui vous touche, vous avez une odeur qui vous stimule, etc. Il y a jamais de choix dans la vie. Donc, à un moment donné, vous n'allez plus avoir le problème de responsabilité parce que vous faites ce que vous pouvez faire. C'est comme ça. Quelqu'un de plus intelligent ferait mieux, quelqu'un de plus bête ferait moins bien, quelqu'un de plus fort ferait, quelqu'un de plus faible ferait différemment, bien sûr. Et à un moment donné, on ne s'approprie pas nos choix, on fait ce qu'on peut. Ça s'arrête là. Je peux pas faire autrement que ce que je fais. À un moment donné, j'assume ce que je fais, mais je sais très bien que quelqu'un de plus malin que moi aurait mieux fait, quelqu'un de plus bête aurait moins bien fait, quelqu'un de plus fort aurait fait ceci, quelqu'un de plus faible aurait fait cela. Je suis comme je suis. Donc, je ne suis pas responsable de mon intelligence, de ma capacité, de ma force, de ma faiblesse, de ma vitalité. Je suis responsable de quoi? De rien. Donc, on dit, il y a une forme de facilité de la vie parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de responsabilité. J'ai rien choisi, ni ma sexualité, ni mes goûts musicaux, ni mes goûts littéraires, ni mes opinions politiques. Et cette conviction profonde que les droits sont le plus importants dans la vie, ben, je vote à gauche. Et cette conviction profonde que les droits sont plus importants, ben, je vote à droite. C'est pas un choix, c'est une évidence. Donc, il n'y a pas de choix. Il y en a qui préfèrent le vélo, il y en a qui préfèrent les voitures, il y en a qui préfèrent travailler, il y en a qui préfèrent voler, il y en a qui préfèrent des vies violentes, il y en a qui préfèrent des vies tendres, il y en a qui préfèrent travailler peu, il y en a qui sont obligés de travailler beaucoup. Il n'y a pas de choix. Alors, bien sûr, les situations cadrent notre vie. Mais dans une situation donnée, vous réagissez en fonction de votre capacité. Vous êtes détruit par la situation, vous êtes grandi par la situation, vous êtes, voilà. Et il n'y a pas de choix. On est tous différents. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de fierté. Je ne suis pas fier de mes capacités, je n'ai pas honte de quoi que ce soit en moi. Je connais mes faiblesses, je connais mes forces. Et je l'accepte. Pourquoi? Parce que j'ai pas de choix là-dedans. Que quelqu'un méprise mes faiblesses, que quelqu'un méprise mes forces, que quelqu'un me célèbre ma force, c'est leur problème. Et moi, je suis comme je suis. Je peux pas être autrement. Donc, quelqu'un de plus malin va mieux faire, quelqu'un va moins bien faire, mais je suis comme je suis. Ça m'est complètement égal le jugement de l'autre. Quand je me rends compte que j'ai aucun choix, quand je fais une action,
quelqu'un de plus lâche que moi va me trouver courageux. Et quelqu'un de plus courageux que moi va me trouver lâche. Donc moi, je suis ni lâche ni courageux. Je fais ce que je peux dans la situation. C'est très bien que quelqu'un aurait pu faire ça, quelqu'un d'autre aurait pu faire ça. Je ne peux pas me comparer. Donc on dit, il n'y a pas de notion de choix. Il y a une facilité dans la vie parce qu'on fait ce qu'on peut, corporellement, mentalement. Je ne sais pas quand j'aurai Alzheimer, je ne sais pas quand j'aurai mon cœur lâché, je ne sais pas quand j'aurai un cancer, je ne sais pas quand je serai écrasé. Je ne sais rien. Et c'est beau de rien savoir. Donc on fonctionne, je dirais, organiquement, on fait ce qu'on peut maintenant dans l'instant, pas de futur. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de, il n'y a pas de responsabilité psychologique, il y a une responsabilité légale, ça c'est autre chose. Selon la société où je suis, telle chose, je suis coupable. Mais c'est une culpabilité juridique, elle n'est pas fonctionnelle. J'ai toujours dit, si demain je prends l'avion pour un pays d'Amérique du Sud et j'arrive dans une période un peu exotique, et si on me condamne à mort pour quelque chose que j'ai pas fait, euh, peut-être je me défendrai légalement ou illégalement selon mes capacités. Mais si au dernier moment on me coupe la tête pour quelque chose que j'ai pas fait, je ne sentirai aucune injustice. Moi, je ne connais pas la justice. Moi, ce qui arrive est nécessaire. Ce ne sera pas juste, mais ce ne sera pas injuste. Ce sera la vie. Ça n'empêche pas de faire ce qu'on peut. Si je peux m'en sortir, je ferai ce que je peux. Mais si je peux pas, si on me dit, voilà, vous avez fait ça, et si c'est pas vrai, ils ont besoin d'amour pour ça. Pour moi, il n'y a rien d'injuste là-dedans. C'est la vie. La vie, ce sera joué comme ça. On me coupe la tête, ou j'ai un cancer, tout va bien. C'est pas de problème. Euh, il n'y a pas de juste ou d'injuste. Je ne sais pas à quel âge on doit mourir, qu'est-ce qui est juste ou non. Moi, j'ai pas de notion juste et injuste. Donc, j'ai pas de problématique de responsabilité. J'ai jamais senti la responsabilité de quoi que ce soit. Qui est la responsabilité juridique, ça dépend de la société, des codes civils, je l'accepte. Ça me gêne pas. Mais j'en ai pas personnellement. En fait, ce qui me pose problème au quotidien, c'est qu'il y a plein de fois, enfin, pas mal de situations où je ne sais pas quoi faire, en fait, si je dois, voilà, faire telle ou telle chose. Et parfois, j'essaye d'attendre pour que le choix se fasse de lui-même. Et bah, parfois, j'attends assez longtemps, et sans forcément qu'il y ait une évidence. Et c'est cet inconfort-là qui est vraiment difficile à vivre. Bien sûr, mais quand un choix se fait pas, c'est qu'il pouvait pas se faire. Vous culpabilisez pas. Quand le choix doit se faire, il va se faire, malgré vous. Donc si vous attendez quelque chose et ça se fait pas, mais ça, pour moi, c'est que ça devait pas se faire. Allez voir un astrologue, il vous expliquera pourquoi ça s'est pas fait. Il n'y a pas de hasard. Vous appropriez pas votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous approprier vos réussites, vos échecs, vos activités, vos non-activités. Vous n'êtes pas responsable de votre vie, vous n'êtes pas responsable de votre corps, vous n'êtes pas responsable de votre intelligence, vous n'êtes pas responsable de vos goûts, de votre sexualité, vous êtes responsable de rien. Il faut arrêter de s'imaginer être un dictateur qui peut, et le corps comme étant, notre psychisme comme étant à notre disposition. On est responsable de rien. On fonctionne légèrement, facilement. Et la responsabilité, c'est vraiment une mauvaise habitude. C'est une perte d'énergie, une telle perte d'énergie. Pourquoi se croire responsable? Vous avez décidé votre capacité intellectuelle, vous avez décidé, vous n'avez rien décidé. Et après, on se croit responsable, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de responsabilité. Psychologique, juridiquement, le code civil est là, chaque société a ses règles, et elles ne sont pas contraignantes psychologiquement, elles peuvent être contraignantes physiquement. Et psychologiquement, c'est vraiment léger. Quand j'ai aucun regard sur moi-même, j'ai plus la moindre opinion si ce que je fais est juste ou injuste, parce que ces notions ne me concernent plus, je fais ce que je peux faire, c'est tout. Que l'environnement me juge, juste ou injuste, je le respecte. Pour un lion, je suis un casse-croûte. Pour une fourmi que j'écrase en marchant dans la forêt, je suis un monstre. J'ai pas de problème, je ne vais pas expliquer à la fourmi, non, je suis pas un monstre, même si j'ai écrasé toute ta famille. Et j'ai pas besoin d'expliquer au lion, mais je suis pas un casse-croûte. Si, pour le lion, je suis un casse-croûte. Pour la fourmi, je suis un monstre. Donc il y a des gens qui me voient comme un monstre, des gens qui me voient comme autre chose.
chacun voit selon sa projection, personne ne me voit, on voit toujours que sa propre projection. Donc, à un moment donné que les gens projettent sur vous des choses merveilleuses ou dramatiques, vous l'acceptez, mais c'est vraiment rien. Si j'ai plus aucune idée sur moi-même, le regard de l'environnement disparaît complètement pour moi. Il est ce qu'il est. Je comprends que les gens plus intelligents que moi me trouvent bête et que les gens plus bêtes que moi me trouvent intelligent. Je comprends que les gens plus forts que moi me trouvent faible et que les gens plus faibles que moi me trouvent fort. C'est leur projection, c'est respectable. Mais moi, je ne me trouve pas du tout. Je n'ai pas la moindre idée sur moi-même, j'en ai pas besoin. Et à ce moment-là, vous voyez, il n'y a plus de responsabilité psychologique. Mhm. Essayez, ça rend la vie vraiment léger. Ah, mais oui, je pense qu'effectivement, oui, ce serait beaucoup plus léger. C'est bien ça qui me pose problème, c'est que même dans des situations assez futiles, ben voilà, je sais pas ce que je dois faire, pas faire, et en fait, je passe beaucoup trop de temps à ne pas être dans cette légèreté, et c'est bien ça qui m'embête. Ça va se faire tôt ou tard. Arrêtez de vous prendre pour l'acteur de votre vie. Vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit qui vous arrive. Ça s'est fait malgré vous, pas à cause de vous. Et le reste, ça va continuer comme ça. Il n'y a pas à Mhm. s'inquiéter. Tout est bien organisé. Et par rapport à cette notion de cause à effet, parce qu'en fait, c'est très lié, c'est cette sens, enfin, à partir du moment où on a l'impression que cette impression, encore une fois, hein, que le choix qu'on va faire, même si c'est pas vrai, peut impacter, ben, peut avoir des conséquences, forcément, c'est compliqué. Et alors que parfois, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas réellement de, de relation de causalité, que tout se renouvelle à chaque instant d'une certaine manière. Et ça aussi, c'est pas évident de l'éclaircir intérieurement. Vous n'êtes pas séparé de l'environnement. Ce que vous faites touche tout l'environnement et l'environnement vous touche. On n'est pas séparé. Ce que vous faites, votre pensée maintenant touche les phoques au Groenland, touche Mmh. l'ensemble de l'univers sur un certain plan. Il n'y a pas de séparation. Séparation, c'est une représentation. Mais voilà. Mais tôt ou tard, les choses deviennent légères. Mais vous appropriez pas votre vie. Vous êtes vécu, vous vivez pas. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Mmh. Et je vois que Philippe propose une dernière question et après on va se séparer. Merci en tout cas. Merci à vous. Bonjour Eric. J'ai une question sur la manière de se déconnecter quand on a des moments de peur pour certains sujets, souvent toujours les mêmes. Au moment où la peur survient, alors c'est pas forcément de la panique, mais une peur intense, comment réussir j'essaye de pouvoir quitter l'histoire et puis le scénario, et de laisser vivre l'émotion et de m'intéresser plutôt au corps. Mais c'est difficile parce qu'il y a une telle fascination, c'est tellement intense intellectuellement que pour faire ça, j'ai l'impression d'être obligé de certaine manière de me faire violence, de m'empêcher d'y penser aussi intensément. C'est difficile de faire ça, je trouve, oui, c'est ça, sans m'arracher de force, en fait, un petit peu à cette pensée, parce qu'elle elle est bien sûr obsédante et c'est difficile de le faire voilà, sans le faire un peu de force, quoi. Non, non, le moment de l'émotion, des fois, c'est trop fort. Vous avez raison. Vous voyez un chien qui vous terrifie. C'est très difficile de vous dire à ce moment-là, sentez la peur dans les jambes, dans le bas-ventre, dans la gorge. Non, vous pouvez pas,
vous décollez du chien. Mais le chien n'est pas éternel. Un jour, son maître va revenir, il va écraser, vous serez plus en sécurité. Donc, c'est à ce moment-là, il n'y a plus de chien. Donc, donc la situation est finie. C'est à ce moment-là, je dirais, que vous allez peut-être pouvoir vivre plus sensoriellement l'événement. Tant que l'événement est là, vous avez tout à fait raison, généralement c'est à peu près impossible. On sent quand même, bien sûr, le corps comme tension, mais on ne sent pas grand-chose parce qu'on est polarisé pour la situation. Votre femme vous dit qu'elle couche avec le voisin et ce serait difficile de faire autre chose que de penser le voisin à votre femme avec le voisin, plutôt que de sentir le ventre, vous avez raison. Mais à un moment donné, votre femme s'en va, le voisin fait autre chose, ou en tout cas, quelque chose se réduit structurellement. Et là, par contre, il y a quand même encore l'émotion. Vous avez encore c'est 5 minutes. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir sentir la ramification. Et il ne faut pas le faire de manière intentionnelle, il ne faut pas le faire de... Vous avez raison que ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une violence, mais je dirais, pourquoi pas? Si votre chien vous demande ce soir, alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, vous allez lui décrire. Et puis vous allez dire, ben, j'étais vraiment en colère, j'étais vraiment jaloux, j'étais vraiment triste. Il va dire, mais comment tu le sais? Et vous allez voir, vous allez dire, ben, je le sens. Voilà. Alors votre chien va vous dire, mais tu le sens où? Ça commence comme ça. Votre chien va vous poser les bonnes questions et vous allez lui répondre tactilement. Et c'est vraiment une exploration purement, comme encore une fois, vous avez fumé du hashish, vous vous demandez alors qu'est-ce que tu as senti, etc. Mais vous allez lui dire, mais voilà, j'ai senti ça, ça et ça, parce que c'est du chitral afghan, c'est pas du double zéro, c'est pas du libanais rouge, etc. Donc, vous allez être très spécifique sur les différents effets que vous avez sentis selon la catégorie de ce que vous avez fumé. Là, c'est pareil, sans fumer. Donc, cherchez pas de sentir, mais voyez s'il n'y a pas des relents en vous de la sensation, comme vous avez eu un accident cet après-midi. L'accident est fini, je suis dit, il y a encore le choc. Bon, après, vous avez d'Amérique, le décalage horaire, vous sentez le sol, le corps qui bouge encore. Voilà, donc après, et sans insister, sans essayer de sentir, et simplement, pourquoi pas sentir? Voilà, pourquoi pas sentir, et si vous faites ça petit à petit, vous allez pas de plus en plus sentir proche de la situation. D'abord dans les situations faciles, qui ne vous gênent pas trop, c'est vrai, mais progressivement, les situations les plus difficiles. Donc vous allez vous éloigner de la situation, et là vous allez pouvoir laisser vivre le senti, vous allez vous rapprocher de la situation, vous allez sentir encore plus et vous allez laisser vivre le senti. Mais c'est vrai que ça demande une grande sensibilité et honnêtement, la raison d'être du travail corporel, du yoga, quand il fait de manière non intentionnelle, c'est ça. Dans le yoga, on fait des mouvements extrêmement minimes qui, justement, quand on travaille non musculairement, non corporellement, il ne se passe pas grand-chose dans le corps. Mais quand vous levez un bras, vous revenez un bras, vous sentez vraiment ce qui va se passer dans l'épaule, dans toutes les ramifications. Vous devenez très sensible à des micro-événements sensoriels. Et ça vous prépare à des micro-événements affectifs. Parce que c'est pas que les grandes émotions. C'est voir combien dans la journée on vous dit ça, on vous fait ça, on vous regarde, on vous dit bonjour, on ne dit pas bonjour, on vous touche pas. Combien le corps est constamment en train de se défendre. Et ça, vous devez vraiment devenir conscient. Et cette sensibilité à cette constante réactivité du corps qui progressivement va vous aider quand il y a vraiment quelque chose de violent tactilement pour vous, d'être plus ouvert, parce que vous êtes déjà habitué à des milliers de comment ça se passe dans le corps, dans toutes les situations de la vie, quand il fait chaud, quand il fait froid, quand vous êtes, etc., etc. Donc, partez des éléments légers. Aujourd'hui, quelqu'un va traiter d'imbécile. Ça vous a pas trop embêté finalement. Mais si vous enregistrez ce soir, vous revenez à la situation et vous dites quand même, vous avez un peu senti que je suis dans les épaules, dans la gorge, dans la poitrine. Et petit à petit, vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus complexes. Ne cherchez pas dans le moment de complexité de sentir, parce que ce serait effectivement une forme ce serait une chose intellectuelle, ça va pas marcher. Mais la complexité se réduit, et là, commencez à sentir, très tactile, c'est vraiment une exploration, sans but, et progressivement, votre capacité de ressenti va pouvoir augmenter. C'est pas, la théorie n'a pas d'importance, c'est vraiment la pratique qui compte, et la pratique, c'est vraiment être sans attente, vraiment humble avec soi-même. Cherchez pas d'arriver à quelque chose, mais de plus en plus voir comment ça fonctionne en vous. Quand on vous dit ceci, quand on vous fait cela, et le corps devient une caisse de résonance.
Il y a encore référence. Est-ce que vos pensées va se réduire? Est-ce que vous sentez va augmenter? Ça va se faire naturellement. Je crois qu'on est obligé de se quitter. Merci de toutes vos questions. Merci. Si. Merci Eric. Merci pour votre disponibilité. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir à tous. Merci Eric. Merci, Au revoir. Eric, Merci. Merci Eric. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci à tous. Bonsoir.